21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres du journal. Le Premier ministre supervise l'inauguration du pont de Kamour sur la route de l'Espoir. Élimination des hépatites B et C à l'horizon 2030, thème choisi par l'Institut national d'hépatovirologie à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. Les forces d'occupation israéliennes procèdent à la démolition de 2 maisons en Cisjordanie appartenant à 2 Palestiniens. Et nous ouvrons ce journal par l'inauguration du pont de Kamour sur la route de l'Espoir par le Premier ministre Dr Yahya Al-Haddamine. Après avoir coupé le ruban symbolique, le Premier ministre a suivi des explications relatives aux caractéristiques techniques de cet ouvrage construit selon des normes internationales et pouvant supporter de lourdes charges. Le pont de Kamour, construit en béton armé, sur une longueur de 100 mètres et une largeur de 7 mètres, permettra aux usagers de la route de l'Espoir de rompre avec les désagréments auxquels ils étaient confrontés, particulièrement durant l'hivernage. Le pont de Kamour a été financé par notre pays et le Fonds arabe de développement économique et social, FADES. Nous y reviendrons bien sûr avec plus de détails dans nos prochaines éditions. La construction du pont Kamour réconforte au premier chef les automobilistes confrontés ces derniers hivernages à la rupture de l'ancien pont qui cédait dès les premières pluies. Le nouvel ouvrage, construit suivant des critères modernes, a l'avantage de résister aux intempéries, sans compter qu'il va permettre le passage de raccordements électriques et de fibres optiques nécessaires aux communications. Le point avec Mamadou Kay. Situé à 520 km à l'est de Nouakchott, sur la route de l'Espoir, Kamour est une localité enclavée au milieu des hauts plateaux de la Saba, ce qui lui confère une position stratégique dans les voies de communication du pays. Une batra qui la sépare en 2 zones a toujours constitué un casse-tête pour bon nombre d'entreprises chargées de réaliser un pont au-dessus de la dépression. Pas moins de 7 entreprises nationales et internationales ont vu les ouvrages emportés par les eaux déferlantes des montagnes, ce qui a toujours créé des désagréments en période d'hivernage. L'architecture inaugurée aujourd'hui, compte tenu des dernières technologies mises en œuvre dans le domaine du génie civil, permettra sans nul doute de tenir le coup des déferlantes en en juger sa structure. Construit en béton armé d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 7 mètres, le pont a été conçu de manière à supporter la densité du trafic en poids lourd, le volume du transport, mais aussi et surtout de permettre le passage du raccordement électrique et des fibres optiques, permettant la communication. Il répond également aux critères internationaux exigés. Cet ouvrage, qui répond à un double impératif de transport et de communication, a été réalisé grâce à un financement de la Mauritanie et du Fonds arabe de développement économique et social. Pour les populations de Kamour, cette œuvre d'art répond à la sollicitation auprès du chef de l'État pour qu'une solution définitive soit trouvée à leur enclavement. Elles ont remercié les pouvoirs publics pour la réalisation de cette œuvre qui permet d'assurer la continuité de la liaison entre l'Est et l'Ouest du pays. Kamour se réjouit de cet ouvrage qui va assurer le passage des biens et des personnes dans les 2 sens. Pour le responsable technique, la réalisation de ce pont est un défi majeur qui a été relevé après celui de l'échangeur de l'aéroport international Umtunsi de Nouakchott. D'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour la réussite de cet ouvrage. Le Premier ministre Yahya Al-Haddamine était arrivé en début de journée dans la wilaya de la Saba via la localité de l'Ukraya où il a été salué par le wali de la wilaya et le hakem de Guerou. Après avoir passé en revue un détachement de la garde nationale venu présenter les honneurs, le Premier ministre a salué les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de la Saba, les élus locaux et les notabilités.
Ici, à Nouakchott, l'Institut national d'hépatovirologie a célébré ce matin la journée mondiale de lutte contre les hépatites sous le thème élimination des hépatites B et C à l'horizon 2030. La prévalence de cette maladie qui prend de la propension dans notre pays, a amené les autorités en 2005 à intégrer le vaccin contre l'hépatite B dans le programme élargi de vaccination dès la naissance de l'enfant. Abdelrahman Hamad. Éliminer les hépatites B et C d'ici 2030. Sous ce thème, notre pays célèbre la journée mondiale contre l'hépatite qui coïncide avec le 28 juillet 2016. Organisée par l'Institut national d'hépatovirologie en collaboration avec l'OMS, la célébration de cette journée se vit comme une occasion vitale pour intensifier les efforts nationaux de lutte contre l'hépatite et stimuler l'action visant à mettre en œuvre la stratégie contre l'hépatite virale. Le problème de l'hépatite B, c'est, comme on vient de le voir, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique parce que nous sommes un pays d'hyperendémie. L'hyperendémie, ça veut dire qu'on peut atteindre 18, 17, 15 et 10% quand même, c'est un minimum. On a introduit le vaccin de l'hépatite B en 2005. Maintenant, on a une volonté politique qui a commencé depuis 2009 jusqu'à présent. On a fait des études, on a fait des laboratoires très sophistiqués. Maintenant, nous sommes en train de traiter. Donc, on a passé de l'étape de diagnostic à l'étape thérapeutique. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Sidi Ahmed Ould, a passé en revue les efforts menés par les autorités publiques pour éradiquer cette pandémie, mettant en exergue le rôle des sages-femmes dans la prévention de cette maladie par la vaccination de nouveau-nés dès les premières 24 heures de la naissance. De son côté, le directeur général de l'Institut national d'hépatovirologie, Dr Abdellahi Oulamar, a indiqué que son institut consacre une place importante aux sages-femmes dans ses actions, notamment la sensibilisation, la vaccination ou encore la prise en charge des mères et enfants au vu de leur rôle primordial dans la lutte contre cette maladie. Le taux de prévalence de l'hépatite impose la communauté internationale à mettre en place une stratégie efficace pour l'éradiquer. Lors de l'Assemblée mondiale de la santé tenue au mois de mai 2016, les pays du monde entier ont convenu de mettre en œuvre la première stratégie mondiale du secteur de la santé pour l'hépatite virale 2016-2021. Cette stratégie vise à mettre un terme à la transmission de l'hépatite virale, à renforcer la sensibilisation du public et la prévention, ainsi qu'à veiller à ce que tous ceux qui souffrent d'hépatite virale aient accès à des services de soins et de traitement sûrs, abordables et efficaces. Cette journée de sensibilisation au profit des sages-femmes et du personnel de santé qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la journée mondiale de l'hépatite a été marquée par la présentation des exposés portant dans leur ensemble sur l'importance de la vaccination et surtout pour les nouveau-nés, ainsi qu'une fiche technique sur l'Institut national d'hépatovirologie. Saleh Ould-Hanan, président en exercice du Forum national pour la démocratie et l'unité et président du parti Hatem, a déploré ce qu'il a qualifié de recul considérable dans les principaux acquis enregistrés par notre pays ces dernières années en termes de liberté d'expression, d'association ou encore d'activité politique. Le président du FNDU, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, a dit qu'ils ont constaté, à l'instar de tous, que depuis un certain temps, l'État s'oriente vers la spoliation de cette liberté, qu'il tente de vider de son contenu. Parlant du dialogue, Saleh Ould-Hanan a indiqué que les contacts se poursuivent avec le pouvoir, représenté par le ministre secrétaire général de la présidence, précisant que ces contacts restent jusqu'à présent à un stade officieux et n'ont pas encore abouti à des rencontres officielles. L'actualité internationale est marquée en Palestine par la destruction de 2 maisons appartenant aux Palestiniens, auteurs de l'attaque en juin dernier à Tel Aviv, soldée par la mort de 4 Israéliens. La démolition des 2 maisons menée de nuit par les forces israéliennes n'est pas la première de son genre. Melika Nagli. Les forces israéliennes ont détruit dans la nuit de mercredi à jeudi en Cisjordanie occupée les maisons de 2 Palestiniens, auteurs d'une attaque ayant coûté la vie à 4 Israéliens à Tel Aviv en juin.
Les soldats ont rasé la résidence de Mohamed Makhamra et celle de Khaled Makhamra dans la région de Yatta, dans le sud de la Cisjordanie, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. Ils ont démoli la maison familiale de Mohamed Makhamra à l'explosif et celle de Khaled à l'aide d'un tractopelle, selon des témoins, et une vidéo des opérations filmées par l'armée. Les deux cousins palestiniens, âgés d'une vingtaine d'années, avaient semé la terreur le 8 juin en ouvrant le feu sur des clients attablés dans un quartier animé de restaurants et de bars à Tel Aviv. 4 personnes avaient trouvé la mort et plusieurs autres avaient été blessées. Les deux cousins ont été arrêtés et inculpés le mois dernier pour meurtre avec préméditation et tentative d'assassinat. Un troisième homme, originaire de Yatta, lui aussi a été inculpé après avoir avoué leur avoir fourni des armes. L'attentat était l'attaque la plus meurtrière commise par des Palestiniens contre des Israéliens depuis des mois. Selon le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, les 3 hommes avaient planifié leur attaque après un incendie criminel attribué à des extrémistes juifs qui avaient tué un couple palestinien et leur bébé de 18 mois le 31 juillet 2015 en Cisjordanie. Israël, les territoires palestiniens et Jérusalem sont en proie depuis le 1er octobre 2015 à des violences qui ont coûté la vie à 219 Palestiniens et 34 Israéliens. En Libye, les frappes américaines contre les positions de l'État islamique à Sirte se poursuivent, permettant ainsi aux forces libyennes de poursuivre leur progression et de tenter de consolider leurs gains. Elles font tout de même face dans leur progression aux snipers et aux mines posées par les djihadistes. Les forces du gouvernement d'union nationale sont entrées le 9 juin dans la cité et assiègent depuis les djihadistes. Elles ont toutefois été ralenties par les contre-attaques de l'État islamique qui a recours notamment aux voitures piégées et aux attentats suicides. Par ailleurs, le gouvernement italien s'est dit prêt pour faciliter la prise de Sirte à ouvrir ses bases militaires et son espace aérien aux bombardiers américains qui ont commencé les frappes contre les positions de l'État islamique à Sirte depuis lundi dernier. Et pour terminer, en Angleterre, une femme a été tuée et 5 personnes ont été blessées hier soir dans une attaque au couteau dans le centre de Londres. Plus de détails avec Abdullah Damaba. Qui s'est déroulé dans la nuit du mercredi à jeudi a occasionné la mort d'une personne. La victime de nationalité américaine se trouvait au niveau de la rue Russell. 5 autres personnes ont été blessées au cours de cette attaque. 2 hommes et 3 femmes de nationalité australienne, américaine, israélienne et britannique se sont retrouvés avec des blessures. L'agresseur est un Norvégien d'origine somalienne âgé de 19 ans. Il a été mis aux arrêts. Quelques minutes après cette attaque, les motivations de l'auteur n'ont pas encore été élucidées. Même si du reste, la piste terroriste qui n'était pas exclue aux premières heures semble écartée. C'est ce qui ressort d'un communiqué de Scotland Yard qui se focalise sur la santé mentale de l'auteur et indique qu'aucun indice d'une quelconque radicalisation n'a été trouvé. La rue Russell, lieu où s'est déroulée cette attaque, est très fréquentée par les touristes. La personne qui a perdu la vie a succombé à ses blessures après avoir suivi un traitement médical. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le Premier ministre supervise l'inauguration du pont de Kamour sur la route de l'Espoir. Élimination des hépatites B et C à l'horizon 2030, thème choisi par l'Institut national d'hépatovirologie à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Les forces d'occupation israéliennes procèdent à la démolition de 2 maisons en Cisjordanie appartenant à 2 Palestiniens. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.